Bonjour à tous et bienvenue du coup sur un tout nouvel épisode. Comme la dernière fois, on avait parlé du livre de Bruce au cours des conversations pendant les quelques jours qu'on a passés tous ensemble. On s'est dit que ça pourrait être aussi intéressant de faire un nouvel épisode, mais cette fois-ci un petit peu plus dans la conversation par rapport à Bruce, son expérience, son parcours, etc. Et puis bien entendu le parcours de chacun aussi pour pouvoir voilà, parler un peu plus ouvertement comme une conversation normale. C'est un épisode un peu particulier, mais qui va être très 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 intéressant, on en est persuadé. Donc, on est comme d'habitude avec Jean-Michel, on est avec Bertrand aussi ici et on est du coup avec Bruce qui va pouvoir nous parler un petit peu plus en détail de voilà, son expérience, de ses connaissances, il en a énormément donc voilà, ça va être plutôt cool. Bruce, du coup, est-ce que même si on l'a fait sur un podcast, un épisode podcast précédent, est-ce que tu peux rapidement nous reparler un petit peu de ton parcours et puis, voilà, ce qui t'a amené à Action Types? Oui, bah, j'ai fait des études, de commerce, mais quand je suis arrivé au bac, j'étais plutôt destiné à faire, une prépa, ingénieur et 2 mois avant, j'ai dit à mes parents: «Bah, en fait, non». J'étais dans la prépa intégrée et j'ai dit à mes parents: «Bah, non, en fait, je veux plutôt faire des écoles, de commerce», où je me suis mis, du coup, dans une prépa HEC plutôt qu'une prépa, scientifique et ça, déjà, à l'époque, c'était un signe, je pense, rétrospectivement, du fait que, je souhaitais ne pas choisir, en fait, ne pas être dans une case. J'ai toujours, eu envie d'être original, d'être à faire les choses à ma manière, on va dire. J'ai toujours eu plein de voilà, de loisirs, de passions et ce que finalement je redoutais le plus, c'est d'être effectivement mis dans une case. Donc déjà à l'époque, j'avais un peu cette propension-là. Ensuite j'ai fait, une école de commerce. Je suis ensuite, entré dans une, start-up, qui faisait des enquêtes en ligne, sur internet et puis, de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs, jobs à l'international. J'aimais beaucoup l'international. J'ai fait la fin de mes études, à Babson College, aux États-Unis donc vraiment j'aimais énormément, l'environnement anglo-saxon. Je suis ensuite entré dans une grande société Orange, en Angleterre et je me suis beaucoup plu et puis j'ai rejoint en fait la France, dans 2 ans, 2-3 ans après et à chaque fois dans mes jobs, j'avais des jobs, plutôt, portés sur l'innovation, sur le côté, on va dire, build, de commencer, quelque chose. Avec une force de créer en fait toujours un peu mon poste. À chaque fois on me disait: «Voilà, toi tu as toujours un coup d'avance. Parfois on a du mal à te suivre, mais en tout cas, tu arrives toujours à sentir, ce qui va arriver et ensuite ton job, bah, devient un peu ce que toi tu as senti». Donc voilà, j'étais toujours très passionné par le sport parce que je fais du karaté, des arts martiaux, quand j'étais jeune, et puis j'ai continué à faire du tai chi après et la musique aussi, passionné par la musique et puis je suis arrivé, à un moment donné sur, bah, cette approche, Action Types qui a remis un peu finalement, des bouts de puzzle, dans le tableau. Où j'avais des brides je me demandais, je me rappelle, je me demandais quand j'étais là, je comprends pas pourquoi je ne marche pas symétriquement. J'étais frustré de ne pas marcher symétriquement. Je veux dire, en fait, pour moi, là, dans mon inconscient, dans ma croyance, quelqu'un qui était bien et qui était beau et qui était performant, c'est quelqu'un qui était symétrique. Et moi, je me voyais asymétrique. Je me dis: «Mais c'est quand même bizarre d'être asymétrique» et en fait, on s'aperçoit qu'on a plein de croyances dans le crâne et qu'au final, et ben, en fait, on comprend que notre force, c'est justement d'être asymétrique. Dans ton cas, je demande dans mon cas, Dans mon cas. et du coup, par rapport à ce parcours, que moi je vais qualifier, mais voilà, c'est avec mes mots, c'est avec ma perception, d'un peu original quant aux directions que tu prends, à cette volonté de t'inscrire out of the box, en fait. Quelle, rétrospectivement, quelle grille de lecture, enfin, qu'est-ce que ça apporte, cette grille de lecture Action Types, en fait, par rapport à ce parcours? Ça t'a permis de comprendre comment tu allais agir de cette manière, ça reste spontanément, intuitivement, dans le passé? Bah, dans son cas, c'est plutôt un parcours original. Original, exactement. Avec, bien secoué d'ailleurs. Oui, exactement. C'est des petits bouts, d'indices et de puzzle que je n'arrivais pas à mettre dans une image. Enfin, j'arrivais pas à faire une image avec ces bouts de puzzle et quand j'ai rencontré, quand mon chemin a rencontré, Action Types,
tout s'est expliqué. Enfin, en tout cas, une énorme partie parce que on a toujours des questions, et cetera, mais en tout cas, une énorme partie de la manière dont j'ai toujours adoré l'introspection. Et là, franchement, au niveau moteur, ça m'a apporté énormément. Aussi dans ma pratique, sportive, d'arts martiaux, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi puisque, dans les arts martiaux, dans les arts chinois, en réalité, ils utilisent les préférences motrices, depuis, des centaines d'années, voire je ne sais pas. Et c'est finalement arriver à une réponse, une grande partie de la réponse, par un chemin plus rationnel, logique, occidental, alors que les bribes d'informations que j'avais, je les avais plutôt par, ma pratique, des arts martiaux, mais pas aussi nette, en fait. Oriental. Voilà, exactement, tout à fait. Et c'est comme ça que je me suis dit: «Mais, encore une fois, cette frustration de se dire, quel dommage de connaître, cette approche, de comprendre cette approche, à l'âge, que j'ai». Voilà, plutôt qu'à 20 ans ou à 15 ans où je me posais énormément de questions. Et je me dis aujourd'hui que si j'avais eu ces réponses, à mon adolescence, j'aurais certainement pu évoluer, sous plus vite, c'est sûr, Différemment. différemment, mais je pense que j'aurais été moins freiné par mes croyances limitantes. Parce que le problème, qu'on connaît et que j'ai connu, c'est que, on m'a toujours dit qu'il fallait faire, allemand première langue, option informatique, que les écoles d'ingénieurs, c'était la voie royale. Si tu pas fait de latin ou grec, Voilà, donc j'ai fait option latin, informatique. J'ai toujours fait les choses, pour être, dans les bonnes cases, on va dire, mais dans les bonnes cases de la société, pas dans mes bonnes cases. selon les normes de la société. Voilà. Et donc chez Orange, j'ai eu une très belle carrière chez Orange, j'étais même la partie des leaders d'Orange. Mais, je dois dire que la majorité de ma carrière chez Orange, je l'ai plutôt passée, dans une motricité qui n'était pas préférentielle. Voilà. Parce que dans un univers contraint, parce que dans des croyances qui m'ont dit qu'il fallait que je fasse, que je doive faire ça, en fait, que j'avais un devoir, alors qu'en réalité, j'aurais certainement pu être, plus performant et mieux dans ma santé, dans mon corps et dans ma tête, en prenant les choses dans le bon ordre. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis, 5 ans et je dois dire que, on gagne un temps fou quand on comprend ça. Déjà, quand on comprend pas mal de choses structurantes comme, voilà, le fait d'être plutôt vertical ou horizontal, d'être plutôt rythmique, ce qui est mon cas. Et on voit que dans les situations difficiles, bah, typiquement, bah, moi, c'est le rythme qui va me remettre dans la coordination. Il y a des petites choses comme ça qu'on essaye, pareil, quand il s'agit de relâcher les tensions quand on dort. Moi, j'utilise énormément, les mudras, j'utilise énormément, les clés de démarrage, les motivations profondes. C'est des choses que je fais aussi dans le sport. Je fais beaucoup de cardio, dans ma salle de sport. J'utilise aussi les couleurs, heu et bien évidemment l'intention qu'on a sur son corps, sur son point mobile. Voilà, c'est vraiment des choses maintenant qui font partie de ma routine. J'ai une routine aussi à côté avec le tai chi puisque, tous les matins, je fais, au moins un quart d'heure à 20 minutes de gymnastique, d'étirement depuis maintenant, 8 ans, tous les matins, systématiquement, dans lesquels en fait, on fait une séquence qui s'appelle Badwaji. Et Badwaji, c'est une séquence en fait qui reprend l'ensemble des gestes, du Setai et des motivations profondes, donc voilà. Et on sait bien que les motivations profondes viennent du Setai du Japon et de l'Orient. Donc tout ça en fait, on a une hygiène, enfin moi j'ai une hygiène de vie pour moi qui me convient bien avec, une routine et surtout un espace de créativité après quand je me sens en bonne disponible. Intéressant. Du fait que finalement tu es aussi, au carrefour justement entre l'Orient et l'Occident, avec une sensibilité sur les 2 cultures et que, bah, tu le dis, hein, il y a une présence de toute façon de tas de choses originelles, en Orient et par contre c'est souvent dans l'implicite, c'est souvent dans le tu fais, tu vis, pas forcément qu'on explique ce qui se passe
Et puis, à l'Ouest, effectivement, on cherche toujours à tout expliquer. Et finalement, ça a été un petit peu aussi mon rôle, dans le développement de l'approche, c'était d'essayer d'expliquer pourquoi les choses étaient comme ça et c'était un peu le challenge de départ, sachant que les découvertes, elles étaient un peu challengeantes parce qu'on comprenait pas du tout forcément, tout de suite, en tout cas pas, ce qu'on avait découvert ou ce qu'on avait le voile qu'on avait levé, on le comprenait pas. On avait une formation ou une culture aussi qui était très, qui était pas forcément basée sur l'ouverture et il a fallu, la rencontre de Ralph, la rencontre de plein de choses pour arriver à l'ouverture parce que c'est quelqu'un comme toi aussi dans le rythme qui était ouvert à l'originalité, qui voulait pas faire comme les autres, qui a toujours eu une envie de challenger, ce qui était établi et je pense que ça, c'est le rôle dans la société des gens qui fonctionnent, comme toi, hein. C'est de challenger justement les choses établies pour, continuer à avoir un moteur d'évolution, continuer à avancer, éviter de stagner et aussi entraîner avec toi ceux qui sont prêts à aller dans les directions de ce type-là. Donc je pense que dans ton entreprise, où tu as passé quand même pas mal d'années, ce rôle-là t'allait bien. Entraîner avec toi ceux qui étaient prêts à avancer, ouvrir des portes, en refermer d'autres, peut-être aussi et puis, heu, oser faire des choses qui étaient pas forcément non plus, standards dans ce géant, de la communication. C'est ça. C'était pas forcément quelque chose d'évident, d'assumer non plus un poste dans l'innovation, digitale parce que tu es arrivé à un moment donné où il y a tout qui a explosé, hein. Ouais. Donc, comment gérer l'explosion de toutes ces technologies, et maintenant c'est encore pire, dès qu'on rapporte, qu'on pense à l'intelligence artificielle qui vient se rajouter à tout ça, c'est encore une explosion encore plus grande et je pense que les gens qui doivent gérer maintenant ta position, ça devient encore plus complexe. Parce que les choix à faire pour le futur, maintenant, ils sont absolument, pas clairs, quoi. On va dire ça comme ça. Je veux dire, parce que dans quelle direction on va aller, il y a un risque, hein, il y a un risque d'oublier le côté humain, justement et l'approche, elle est là aussi pour nous rappeler que, ouais, il y a des actions, il y a des actions naturelles, il y a un mouvement naturel, il y a des profils, il y a des préférences, mais en même temps, il y a aussi des gros challenges de société qui arrivent maintenant. Des gros challenges de choix de société qui arrivent. Pour, pas oublier justement la partie humaine qui le caractérise et là, je sais pas comment toi tu as vécu ça parce qu'en finalement aussi dans ton cursus, tu as ce côté aussi très, très idéaliste, très humain, très ouvert et quand tu es dans une boîte où tu es censé justement, amener, toute une partie, plus technologique, plus carrée, plus on va dire plus fermée quelque part. Je sais pas comment tu as pu gérer ça quoi? Gérer les 2 aspects de la chose, quoi, c'est Oui, alors, heu, comment moi j'ai pu gérer la chose? Certainement, en fait, parce que, dans cet univers, contraint et dans l'environnement où j'ai baigné, de facto, j'ai toujours eu, un penchant un peu plus, on va dire, analytique, heu, avec, pas mal de, voilà, de de fonctions T, quelque part, en démarrage. Dans mes motivations profondes, dans mes démarrage, au départ. Fonction T, donc pour fonction de des personnes qui pensée, le ouais, découvrent, compré compréhension. Compréhension, besoin d'être au clair sur les choses, qu'on va comprendre, ouais. c'est ça. Et c'est rigolo puisque, bon, je suis aujourd'hui, je lance mon entreprise avec, mon binôme, Sébastien Maré et nous sommes tous les 2 des rythmiques et on a à peu près les mêmes clés de démarrage, mais il se trouve que j'ai pas mal évolué dans mes, motivations profondes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé Ça à balaye un peu tout, hein. quand j'ai commencé à Action Types, j'étais effectivement dans la compréhension et la relation. Ensuite, je suis allé dans la compréhension, et la projection. Ensuite, je suis allé dans la compréhension et la compétition et maintenant je suis plutôt dans l'ancrage et la compétition. Donc c'est très intéressant ce travail personnel, hem, avec cette, quelque part, cet côté un peu, «couteau suisse» entre guillemets, quand je passe des questionnaires, qui sont des questionnaires, on va dire plutôt du style MBTI, on me range dans la catégorie, contrairement à Sébastien qui lui a une vraie force, de projection. Moi je suis plutôt dans le côté, je sais un peu tout faire, je sais aller un peu partout.
avec bien évidemment un coût énergétique qui est pas forcément le même, une coordination qui est pas la même. Mais on va dire Adaptable. adaptable. Je suis plus adaptable, et donc c'est en cela que je fais attention à la gestion de mon énergie puisque, forcément ça peut avoir un coût si on y reste trop longtemps dans cette fonction, on va dire, d'analyse et de contrôle. Et donc c'est pour ça que je pense que j'ai pu évoluer, dans ce genre d'organisation où, il faut être, un peu, voilà, faut savoir un peu tout faire. Faut savoir faire des fichiers Excel, faut savoir faire des roadmaps, faut savoir, j'ai été certifié sur le project PMI, donc c'est du project management à grande échelle, où là on doit passer une certification avec, des graphes de Gantt, enfin tout ce qui est en fait l'envers, d'un d'un rythmique, on va dire, en général. Mais ça, je sais le faire et donc c'est ce qui m'a permis d'être entre guillemets «sur différentes fonctions» à la fois. En même temps, on est partout, mais le risque, c'est d'être nulle part. Parce que dans notre raison, dans le plaisir et dans l'envie qu'on veut faire, je suis arrivé moi un petit peu au bout de tout ça et maintenant, on va dire dans la deuxième partie de ma vie, ce qui m'intéresse, c'est justement maintenant que j'ai un peu tout essayé, toutes les fonctions, c'est d'appuyer sur un moteur très fort de mission, de raison d'être vraiment dans le F finalement, dans l'émo dans la connexion avec les personnes et avec ce que je veux faire. Et c'est là où ça donne beaucoup plus d'énergie parce que là où on est généraliste, mais on va avoir une énergie qui est un peu contrainte. Là, on a vraiment une énergie libérée, ce qui m'empêchera pas de toute façon de faire aussi beaucoup de process et de structures parce que quand on se lance dans l'entreprise, il faut faire ça. Mais on le fait avec un engagement, avec une énergie décuplée parce qu'on est libéré dans cette énergie-là. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de vraiment bien se connaître pour le coup. Et c'est ce qu'apporte Action Types. C'est de se dire, on voit les zones où on peut aller et d'équilibrer, de doser les zones où on doit aller, mais pas trop longtemps pour revenir. Et c'est le flow en fait. Le flow, c'est l'aboutissement finalement d'une approche et on n'a jamais terminé de se connaître puisque on évolue sans cesse en fonction des environnements contraints dans les motivations profondes. C'est ça qui est intéressant. Dans la motricité, on a cette motricité et il faut l'exploiter. Et après, moi, ce que j'ai vraiment observé dans l'entreprise et pour moi, c'est que les motivations profondes jouent un rôle extrêmement fort. En tout cas, moi, dans mon écosystème, puisque je suis extrêmement sédentaire. En tout cas, je l'étais énormément, dans le travail, que j'avais. Alors là, ça va être moins le cas, je vais plus bouger, mais c'est vrai que pour les personnes qui sont en entreprise, le facteur motivation profonde, j'ai observé, était extrêmement fort. Extrêmement fort. Ouais, dans les entreprises, c'est de toute façon un facteur prédominant. On l'appelle l'engagement social, mais en même temps, c'est ce qui caractérise les gens dans l'entreprise, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de mouvement, très peu de mouvement, par contre beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de collaboration, coopération. Et les motivations, donc, puisqu'elles fonctionnent dans ces cas-là, lorsqu'il n'y a pas de motricité qui s'engage fortement, elles prennent le dessus. Mais on peut dire, toi, tu es quand même quelqu'un qui est parti dans l'air, chez nous, sa motricité rythmique, et qui a été obligé ou forcé, contraint par rapport à ta carrière, à apprendre le système DE. Tout à fait. Parce que tout ce qui est Gantt, tout ce qui est projection, enfin projet, plutôt management de projet, c'est très, très pragmatico-pratique, avec des suivis extrêmement contraignants aussi pour arriver à coordonner l'ensemble des choses. Et donc, je pense que quelqu'un qui justement a ses préférences, qu'on appelle marche par le haut, où je m'engage, je fonce, j'explore, je projette naturellement parce que mon corps est vraiment organisé d'une certaine façon à ce que je suis poussé à la performance, à l'action, à foncer. En plus, avec la verticalité qui augmente ce trait de besoin d'aller vite, dès qu'on est lancé, de maintenir en fait un momentum, maintenir en fait une inertie naturelle. Hem, pour moi, tous les gens qui fonctionnent comme ça, et j'en fais partie, hein, ils sont contraints, naturellement, c'est une contrainte naturelle, à arriver à un moment de leur vie où ils deviennent
plus par le bas, plus bâtisseur, plus justement mettre du sens dans ce qu'on fait, et pas seulement aller dans toutes les directions et voir partout, mais commencer à poser une pierre Mmh. et à faire un peu le maçon. D'accord. À faire un peu le maçon pour se dire: «Bon, qu'est-ce que je vais aussi laisser dans cette vie? Qu'est-ce que je vais poser qui va rester et qui va aussi peut-être, servir aux gens qui sont, tes successeurs ou tes descendants?» Exactement. Parce que finalement, il y a un héritage à laisser qui est malgré tout là et on n'y pense pas au début forcément, mais on est, voilà, moi qui ai passé 60 ans, on est aussi dans l'idée de laisser quelque chose de stable et de fort, ça en fait partie. Mais en même temps, c'est aussi voir que tous les gens qui ont notre dynamique, tôt ou tard, ils vont y arriver. Ils vont arriver à faire cette phase un peu de quitter le métier d'architecte pour vraiment mettre les mains dans le cambouis et puis faire, des choses beaucoup plus concrètes, on va dire, par rapport aux standards qu'on connaît. Donc on a vraiment cette tendance-là et je pense que il faut encourager les gens, à, à le faire. Ça veut dire qu'arriver à un moment donné, poser et se dire: «Voilà, finalement, qu'est-ce que je vais construire? Qu'est-ce que je vais laisser de durable dans ce monde qui est un petit peu justement, qui s'éclate un peu dans tous les sens?» Et c'est une question, je pense, qui est intéressante pour beaucoup de personnes. Tout autant qu'on peut dire que les gens qui commencent à avoir cette préférence par le bas, ont ce côté construction qui peut être beaucoup plus tôt présent, mais ils ont besoin aussi d'aller vers une vision, donc faire une sorte de cycle où ils vont quitter, cette construction pour que la vision aussi nourrisse, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc il y a les 2 sens qui vont se croiser et si on a compris ça, je pense très tôt dans la vie, si on peut peut-être même arriver à amener ça dans l'éducation, peut-être que c'est beaucoup plus simple aussi, autant pour les profs que pour les élèves, de comprendre en fait ces jeux d'énergie et de balance qui existent dans qu'on peut rapprocher de l'Orient avec le yin et le yang, hein, finalement. Parce que C'est ça. on est vraiment là-dedans. On est dans un truc, de complémentarité, absolue, quoi. Hem, on a des gens qui sont familiers à Action Table qui nous regardent. Mmh. On a des gens qui sont pas du tout familiers à Action Tapes qui nous regardent et quand on parle de R, de D, de fonctions T, F et cetera, c'est peut-être un petit peu compliqué pour eux. Bertrand, est-ce que tu peux nous donner juste en quelques mots les particularités des différentes familles motrices? Alors Ouais. soit physique et mais rapidement, juste pour que les gens soient pas totalement perdus, par rapport Non, simplement, on en parle beaucoup là-dedans. Il y a aussi une partie historique. C'est le fait qu'en fait, on est sur un écrit de Jung de 1921, donc plus de 100 ans maintenant, où il a mis en évidence, des éléments cognitifs avant tout, des fonctions cognitives. Il y en a 8, OK? Il y en a 8 et ces fonctions cognitives sont appairées ensemble pour créer ces motricités. Bien sûr, il y avait pas de concret, il y avait pas de moteur à son époque. Il y avait une approche complètement cognitive et même psychanalytique, puisqu'il fallait qu'il il a fait ressortir en fait, il a fait émerger ces fonctions de ces interactions, bien sûr, de choses qui existaient déjà, parce qu'on ne crée rien, tout est déjà là quelque part, mais il a fait émerger ces fonctions et la clarté sur, sa capacité à expliquer ces différentes fonctions grâce, je crois l'estimation était du style de 80 000, thérapies qu'il a fait ou de dialogues 1 à 1 qu'il a fait avec des clients, où il a vu justement des thèmes ressurgir, des choses qui étaient tout le temps là et il a compris effectivement que l'être humain, en termes de prise d'information, avait, un canal intuitif important, qui était simplement un canal d'information plus inconscient et un canal, d'information plus conscient, qui était lié à notre nature sensorielle, aux sensations et qu'on avait des gens qui avaient une préférence pour démarrer dans les informations intuitives inconscientes et d'autres qui étaient plus, on va dire dans la terre, ancrés dans le sensoriel et dans le corps d'abord. À ça, il a voulu relier justement une façon de traiter les informations, donc il a mis en évidence deux façons ou 2 repères de décision qui étaient, fondamentales. Un qui était centré sur l'individu, donc plus personnel, qui amenait le sentiment, le ressenti de la personne à se positionner, qui permettait à ce sentiment de se positionner en disant: «Bah, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est moins?» Et puis l'autre, bah, c'était simplement une manière beaucoup plus froide et basée sur des principes plutôt impersonnels, de se dire que voilà, il y a des choses qui sont
qui sont des repères externes qui nous permettent de communiquer ensemble aussi et de faire de l'explicite en disant, ben voilà, ceci est par rapport à ce principe est vrai ou faux et je peux partager cette information de type scientifique, de type juridique, de type, on va dire, plus froid avec d'autres personnes parce que c'est explicitable, c'est facile à ça ne me concerne pas directement. Tandis que le sentiment me concerne uniquement moi. Chez nous, on dit ça donc et lui, je crois qu'il appuyait aussi là-dessus, que la fonction du sentiment permet, bien sûr de se positionner, de s'identifier comme quelqu'un qui a besoin d'être unique, différent, original et cetera. Mais aussi, on peut pas vraiment le partager avec les autres parce qu'on est les seuls à le vivre, OK? On peut faire voir des comportements, on peut faire voir plein de choses, mais on peut pas le partager puisque, personne, n'y a accès sinon nous, OK? Par contre, il y a l'empathie qui permet d'avoir un ressenti de ce qui se passe chez l'autre. Néanmoins, c'est quand même très unique et tandis que la façon de décider, on va dire, basée sur des principes, c'est beaucoup plus simple parce qu'elle me concerne pas différent. C'est beaucoup plus simple d'arriver à le partager avec les autres, de faire des écrits, de l'expliciter, de mettre de la clarté et cetera. Autant là, le sentiment, c'est fuzzy, c'est assez flou parce qu'on peut pas le partager donc pour les gens, ce que les autres pensent, ressentent, c'est compliqué. Tandis que ce qui est vraiment, plus, froid, plus noir-blanc, vrai-faux, c'est assez simple à l'écrire et à le partager. Donc la motricité, c'est simplement un mélange justement entre cette façon de prendre l'information et cette façon, ce repère, ce système de repère de décision. Et donc ça permet de faire 4 familles, qu'on appelle justement DGRC. Les D et les G, les distaux et les globaux, sont simplement des gens qui ont un accès, plus simple au conscient à leurs sensations, donc ils s'appuient sur le connu et après ils vont décider, bah, soit pour les D de manière impersonnelle, soit pour les G de manière personnelle. Donc ils commencent par vraiment le corps, la sensation pour ensuite, mélanger ça à de l'impersonnel ou du personnel et puis les 2 autres familles, le rythmique et le conceptuel, le R et le C chez nous, sont des personnes qui simplement, ont cette organisation branchée sur une sorte de satellite qui nous donne l'information de manière un peu inconsciente, intuitive, mais qui est néanmoins, de l'information, pure et dure. Ça veut dire de l'information qui nous arrive dans le corps, mais pour lequel on n'a pas de relation consciente. Ce qui est bien que ça nous donne effectivement une sorte de couleur intuitive, coloration intuitive et on va retrouver quand même les mêmes façons de traiter l'information, donc soit de manière beaucoup plus personnelle, ce qui va nous donner le rythmique, qui lui a ce côté, je m'appuie sur le ressenti, mais en même temps, je fais confiance à mon intuition, idéalement bien sûr, parce que parfois l'intuition, c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe, c'est quelque chose qui est irrationnel. Et puis, ben, on a le C, le conceptuel dont je fais partie, qui est plutôt justement sur les éléments intuitifs inconscients, qui nous attirent, qui nous sollicitent et avec une décision qui est basée sur, un besoin de clarté, un besoin plus rationalisant des choses, pour permettre, justement d'émettre des concepts, de manipuler les concepts et d'être, on va dire, heu mettre notre attention sur des choses qui ne nous concernent a priori pas, qui sont loin de nous, mais avec lesquelles on va pouvoir, jouer, de manière très libre, pour pouvoir se sentir, on va dire, maître du sujet sur lequel on est, alors c'est bien sûr, impossible, mais en même temps, c'est une pulsion d'aller vers la maîtrise du sujet sur lesquels on s'intéresse et on voit bien sûr que plus on avance, plus on écrit de trucs, moins on en sait parce que ça ouvre des portes. Heu, de plus en plus nombreuses, Et la loi éventail, ouais, le oh champ là, possible, oh là, mais plus on en sait, ouais, vraiment, plus on se rend compte qu'on ne sait rien, en fait, absolument. Celui-là, il restera, toujours présent, c'est que plus on ouvre de portes, plus il y a de courant d'air. Voilà, c'est ça le problème, c'est que ça l'information vole dans tous les sens et c'est plus compliqué à capter et voilà. Beaucoup d'air, c'est bien. Il y a beaucoup d'air et les courants d'air et pour qui, du coup? voilà. Parce que là, il y a beaucoup de C pour le coup ici. Mmh. Hem et c'est normal. Ouais, tout à fait. Bruce, toi qui as été dans le le management, tu as peut-être utilisé aussi, été en contact de ces différentes familles. Est-ce que concrètement, comment est-ce que tu l'utilisais concrètement en fait ces connaissances-là, Action Tape, avec tes équipes, avec, dans ta carrière, chez Orange ou ailleurs d'ailleurs? Ah beh, c'est incroyable. C'était une expérience incroyable parce que, à partir du moment où, j'ai,
j'ai entrepris en toute transparence avec les équipes, de travailler sur les préférences individuelles, de travailler sur l'intelligence collective en étant à l'écoute, en essayant de comprendre. Là, je me suis retrouvé dans ma préférence, c'est-à-dire que j'ai appris. J'ai commencé à apprendre plein de choses sur les personnes que je côtoyais, qui étaient avant, on va dire, si je caricature, représentées par une fiche de poste. Et là, j'avais vraiment des personnes que j'ai appris à connaître, et donc en comprenant déjà des premiers éléments de leurs préférences, de leur engagement, de leurs envies, ça a amené plein d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai, trouvé des leviers, j'ai identifié des leviers en échangeant avec eux, en interagissant avec eux, qui m'ont permis de synchroniser certaines choses, de faire certaines choses que je n'aurais pas pu faire autrement. Il y a aussi dans la gestion des conflits, des leviers incroyables. Moi, je me souviens, dans la gestion des conflits, de, finalement de me dire avant d'arriver à une réunion un peu compliquée, de se dire: «Mais finalement, comment la personne, elle, va se sentir le mieux possible dans cet exercice compliqué pour l'un et pour l'autre?» Parce qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais parfois c'est voilà. Et bien, on va dire que dans de nombreux cas, ça m'a permis d'accéder, en fait, à la personne, et que la personne accède aussi à mon point de vue. Et en fait, ensemble, à partir du moment où on commence à accéder, on se met en mouvement, et là, c'est là qu'on construit, on co-construit certaines choses. Alors je vais pas dire que tout s'est passé, du meilleur du monde, mais en fait, on était plus dans de l'écoute et de la construction de quelque chose, que plutôt dans un jugement. Et c'est ça la grande différence. C'est que quand on a ces informations-là, et quand on commence à travailler avec, c'est de la matière vivante où on n'est plus du tout dans le jugement. On est dans la dynamique. Et la dynamique, Dans l'accueil aussi. dans l'accueil et de la dynamique, c'est exactement ça. Et donc la dynamique, ça veut dire qu'il y a de la possibilité, il y a des opportunités, il y a des ouvertures. On se retrouve dans des ouvertures. On n'est pas fermé sur certaines choses en disant: «Bah, si ça fonctionne pas, on se retrouve à, saquer quelqu'un, ou on se retrouve à changer de boulot». Donc ça a été, formidable, parce qu'avec cette équipe-là où j'ai eu la chance de manager, une trentaine de personnes, ça a été une aventure extraordinaire où j'ai pu prototyper en plus certaines choses en me basant, notamment sur les préférences motrices. Donc l'intelligence collective, elle joue énormément, et j'avais dans mon équipe, alors j'avais une équipe qui était plutôt effectivement, sur, une signature motrice, on va dire, d'idéaliste, voilà, parce que c'était aussi une direction communication innovation. Mais j'avais également des personnes qui étaient, des distos, des globaux, plus stricts, et en fait, on s'aperçoit que c'est ces personnes-là qu'il faut absolument, regarder, et faire attention à ne pas, ostraciser et marginaliser, Il est reconnaître, et les reconnaître, parce que c'est ces personnes-là qui apportent souvent, une complémentarité indispensable au collectif. J'ai un exemple d'une personne, dans mon codir qui, était plutôt d'une motricité, préférentielle, distale, avec beaucoup justement de process, de structure, et qui pouvait à certains égards, agacer, des personnes qui, se sentaient un peu fliquées quelque part. Alors cette personne-là, en réalité, elle était d'une utilité extrêmement importante, parce que si, elle n'avait pas été là, la plupart des idées, qu'on avait eues n'auraient pas été mises en œuvre, typiquement. Et grâce à elle, elle nous rappelait, la mise en œuvre importante des idées qu'on avait eues, il y a un mois. Donc ça, c'est l'intelligence collective, c'est la vraie intelligence collective, et en fait, on est en apprentissage constant dans cette phase, et donc pour quelqu'un comme moi qui adore apprendre, bah, là, je me suis retrouvé dans une énergie extrêmement positive, avec, vraiment une richesse dans tout Mais le quotidienne. le message des dés par rapport au R, c'est souvent, vous êtes là-haut en train de voler, n'attendez pas que le carburant soit épuisé avant d'atterrir. C'est ça. C'est faites quelque chose avec vos idées, parce que sinon on va avoir des problèmes tôt ou tard. On va tourner en rond et ça va se cracher, les amis, ça va se cracher. Absolument. D'où l'intérêt effectivement, quand on a managé, une équipe, de comprendre comment chacun fonctionne, parce que c'est les complémentarités en fait, qui permettent, de couvrir tout le champ des possibles en fait, en entreprise. Si on prend les dimensions 2 et 3 du MBTI, en fait, tu parlais tout à l'heure de reconnaître l'autre pour qui il est, et donc d'optimiser la communication. En fait, si on prend les dimensions 2 et 3, la dimension 2, c'est très souvent, on ne parle pas de même langage. En fait, il y en a qui ont
plutôt une vision globale, plutôt une vision, très détaillée et du coup, le principal, risque, c'est, l'incompréhension, en fait. Il y a un vrai risque d'incompréhension parce qu'on parle clairement pas le même langage. Il y en a un qui se noie dans les détails que lui fournit l'autre et l'autre qui comprend rien à la direction que prend le premier parce qu'il lui manque un tas d'informations et donc de comprendre qu'il y a cette source d'incompréhension qui est, heu qui constitue un vrai risque, en fait, dans la communication dans une équipe et pour ce qui est de la dimension 3, on est plus sur, du conflit parce qu'en fait, on prend absolument pas les décisions sur les mêmes critères. Comme disait Bertrand tout à l'heure, il y en a qui sont sur un registre très impersonnel selon des principes et l'autre sur des valeurs, sur des ressentis, sur des j'aime pas et évidemment, ça peut engendrer, des situations où, on se comprend pas du tout. Sauf à dire que, puisque les 2 façons de prendre des décisions cohabitent, l'idée c'est de faire un pas de côté ou de prendre un tout petit peu de recul, de croiser les 2 regards et de voir, fonction du contexte, quelle est la plus adaptée à la situation et comme qu'on soit l'une ou l'autre, l'idée c'est de trouver la meilleure solution possible pour aller de l'avant, dépasser le problème qu'on rencontre, en fait. Ouais, moi j'ai 2 exemples, très parlants, moi, qui m'ont vraiment, qui m'ont éclairé tout de suite, C'est, typiquement quand on a une personne qui est relationnelle en clé de démarrage, en motivation profonde, cette personne-là, elle a vraiment besoin pour être activée et pour tirer le meilleur de cette personne-là en démarrage, et bien qu'avant de commencer directement dans le projet, bah, qu'on ait cet instant convivial de prendre un café, de dire bonjour, de demander si ça se passe bien, si tout va bien, et cetera. Et ça change beaucoup de choses. Et quand on n'a pas le loisir de le faire, il y a aussi une chose très importante parce qu'un manager et un salarié peuvent avoir aussi, un stress important. On est tous soumis à un stress important. Bah, une chose qu'on peut très bien faire, bah, c'est tout simplement, discuter en faisant des réunions en marchant, tout simplement. Et le fait de faire des réunions en marchant, eh ben, ça délie énormément de choses parce que là, on met en route le système, sensorimoteur et donc le système cognitif par là même. Et combien de fois je me suis retrouvé à aller prendre un café avec un ou une collègue pour parler de quelque chose de compliqué et de sortir du bâtiment, d'aller, au café, du coin, de dire: «Tiens, j'ai besoin de prendre un café». Je prenais en fait une excuse, bidon, disant, «J'ai envie d'un Starbucks», par exemple, parce que j'adore les Starbucks et donc je vais au Starbucks et la personne m'accompagne et on discute du sujet en marchant et les résultats sont incroyables là-dessus. Et le deuxième exemple, moi, qui m'a vraiment, énormément éclairé et où on peut vraiment et là, j'ai vraiment mesuré qu'on pouvait gagner 20 à 30 d'efficacité, c'est la dynamique de décision entre, des personnes qui sont verticales et des personnes qui sont horizontales. Sachant qu'en plus, on peut être hybride, on peut être vertical en démarrage et puis horizontal après en motricité. Et donc quand on commence à comprendre ça, quand on veut traiter un problème, l'idée c'est pas de faire de la consanguinité parce qu'il s'agit juste des clés de démarrage et de mettre autour d'une table les personnes qui vont par exemple être ancrage, pour un exemple, donc dans l'action, besoin de plan d'action ensemble pour traiter un sujet et qui vont avoir des motricités, différentes après, donc ensuite qu'il faut dérouler, l'intelligence collective et mettre des personnes qui sont compréhension, donc besoin de réflexion avec un système moins instantané, voilà, ensemble et ben, on se retrouve vraiment à être 20 à 30 plus efficace. Quand je dis 20 à 30 plus efficace, c'est-à-dire que pour le même type de livrable, pour la même quantité de résultats fournis, on va se retrouver avec des groupes qui vont mettre moins de temps, qui vont se synchroniser plus vite et qui vont mettre moins de temps à accorder leur violon. Moi, j'aime bien, prendre ce côté chef d'orchestre avec les instruments. Comment on accorde ces violons pour se synchroniser et tout de suite jouer notre partition. Et certainement avec, une dépense d'énergie bien moindre Évidemment. et de la confiance et de la dynamique collective et limite, Évidemment. tu gagnes sur l'instant, mais tu gagnes aussi sur le futur. Exactement. Il y a de toute façon l'idée que dès qu'on on utilise, on va dire, les dynamiques collectives comme ça, avec les différents paramètres que tu as mentionnés, hein, on peut coordonner les choses de manière beaucoup plus efficace, tout simplement parce qu'il y a moins de freins qui s'expriment. Bon, on a besoin de freins, de toute façon, on accélère, on freine, c'est vrai comme dans un véhicule, on a besoin de ça. Mais il y a une coordination, si tu veux, sur la route, là, qui correspond à la route qu'on est en train de suivre, quelle que soit la route, qu'on monte en montagne ou qu'on fasse autre chose, hein.
et on n'est pas toujours en train d'être incohérent par rapport au frein à accélération lorsque justement on comprend pas ou on reconnaît pas les différences. Donc il y a la coordination, je pense que c'est un point particulièrement important dans les équipes, les groupes, même les équipes sportives qu'on a eu la chance d'accompagner, hein. C'est de laisser cette ouverture et cette façon de faire différente en voyant finalement qu'est-ce que ça amène dans le groupe, dans l'équipe, cette façon de faire, qu'est-ce qu'elle amène de particulier que je peux valoriser, qui est différente de la mienne, ok, mais qui a son poids, qui a son intérêt et qui est certainement aussi un ingrédient vers le succès. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant à reconnaître la différence qui est présente, pour l'intégrer, mais déjà la reconnaître, parce que c'est vraiment un des points, je pense où on peut faire une énorme différence dans le monde de l'entreprise, hein. C'est la reconnaissance de l'individu. L'individu qui se sent reconnu, c'est plus du tout la même chose. Il va être naturellement amené à s'engager. Parce qu'il a une responsabilité naturelle dès le moment qu'on le reconnaît dans ses différences et dans ses particularités ou ses singularités. Il se responsabilise naturellement et ça, c'est naturel. C'est comme dans les équipes de sport, hein, une chose que s'il est reconnu pour peut-être, une capacité, un talent, quelque chose, sur le terrain, et qu'il a sa place par rapport aux autres, eh bien, il amène automatiquement cette responsabilité et comme on a un problème de désengagement, de turnover, de tout ça, heu la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose et la reconnaissance, c'est pas la fiche de poste. Non. C'est l'individu qui fait vivre, la fiche de poste à sa manière. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est un changement de paradigme parce que souvent, la croyance dans l'entreprise, c'est qu'on est reconnu parce qu'on atteint une fiche de poste, parce qu'on atteint un statut. On est mal parti. Et tout le monde finalement essaye de gagner ce Graal de j'ai une fiche de poste avec mon statut, etc. Ce qui est totalement en fait erroné en termes de performance collective, en termes de construction collective de performance. Et même de réaliser son potentiel, parce qu'on peut s'inscrire avec un objectif d'intégrer un niveau hiérarchique, d'intégrer un poste, comme ça, alors qu'on n'est pas forcément à l'aise dedans, pas forcément avec un fonctionnement écologique pour l'individu, et ça devient compliqué à moyen, long terme. Il y a forcément des problèmes à l'arrivée. J'ai une petite anecdote aussi là-dessus personnelle. À un moment donné de ma carrière, j'ai été soumis à des choix, comme beaucoup de gens, de dire bah, tiens, est-ce que je vais plutôt aller sur le choix A ou sur le choix B? Et Quelle pilule! exactement, quelle pilule, exactement. Et en fait, dans ces moments-là, et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes qui sont à un croisement, est-ce que je dois prendre ce job ou plutôt ce job-là? J'ai deux offres, et c'est tant mieux. Et laquelle je dois prendre? C'est tout mieux d'avoir le choix, effectivement. Exactement. Et dans ces cas-là, je pense que ce soit pour le choix d'un job ou pour le choix d'une décision très stratégique pour un dirigeant ou un PDG, eh bien, une chose qui est totalement méconnue, mais qui existe complètement en réalité, c'est d'interroger le corps. Mmh. D'interroger la coordination du corps. Et je pense qu'Action Types, moi, est vraiment, cette approche a vraiment permis de prendre conscience de l'inconscient et de la justesse de l'inconscient. Et donc, dans ce choix-là, j'ai interrogé mon corps. Enfin, j'ai demandé à quelqu'un, pas praticien, d'interroger mon corps en pensant à ça. Et ça m'a énormément aidé parce que ça ne voulait pas dire que j'évacuais complètement l'option, voilà, qui faisait que mon corps était décoordonné, mais ça voulait surtout dire que mon corps n'était pas prêt et que si j'y allais, j'allais dépenser énormément d'énergie, énormément de fatigue et que du coup, il fallait que je l'assume là-dessus, voilà, et peut-être que j'aille chercher d'autres choses. Donc il se trouve qu'effectivement, ça a confirmé déjà un instinct que j'avais, une sensation que j'avais, mais j'invite les personnes qui se posent des questions et qui ne connaissent pas forcément l'approche, à utiliser l'inconscient et le corps comme levier stratégique décisionnel. C'est un levier formidable. Parce que quand on n'est pas aligné, bah, le corps ne ment pas en fait. Voilà, tout simplement. Et parce que lui, il n'utilise pas la raison. Quand tu utilises des raisons, c'est facile de mentir parce que les raisons, sont plus ou moins raisonnables. Ça oui, donc on peut faire ce qu'on veut, mais le corps, lui, va prendre l'information, brute, l'information justement qui est irrationnelle, qui est brute, qui est pas traitée et il va en faire quelque chose de sensé
il va donner du sens à cette information par rapport au contexte du corps et du vécu actuel dans l'environnement. Et ce que tu as dit, c'est important, c'est quand on questionne le corps, parce qu'on peut le questionner, il y a plein d'approches dans le monde qui utilisent le questionnement du corps, et nous, on n'a fait que révéler, en fait, par les motricités, c'était aussi possible de le faire avec notre approche. C'est quand un corps dit non, ou c'est pas que je ne peux pas faire la chose, c'est important de bien signifier ça, c'est seulement que c'est pas le moment. C'est que je ne suis pas prêt à faire la chose. Il y a une question de timing, c'est pas un jugement Tout à fait. absolu, comme tu l'as relevé très justement. C'est simplement que j'ai d'autres choses peut-être à réaliser d'ici là, pour que l'option suivante soit viable. C'est ça. Et la dépense énergétique dont tu as parlé, elle est importante parce qu'effectivement, si je vais dans une direction où je ne suis pas prêt, on sait très bien que la dépense énergétique, elle peut être jusqu'à 100 fois plus élevée. Bien sûr. Et là, quand la jauge d'essence descend 100 fois plus vite que d'habitude, on va dire que le nombre de kilomètres, il en pâtit. Bien sûr. Donc, c'est- ça pompe, quoi. C'est ça. Voir l'arrêt. Voir la maladie qui peut arriver derrière parce que j'ai tout bouffé l'énergie que j'avais à disposition et que mon corps, il essaie de trouver des solutions. Ouais. Et donc, c'est important. C'est une question c'est pas une question de limite, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire effectivement si on prend le temps de se préparer. C'est plutôt une question de timing, et ça, c'est important de le mentionner parce que sinon on va remettre les gens dans des cases ou je sais pas quoi, donc c'est pas l'objectif. Bien sûr. Alors, l'exemple que tu avais donné en entreprise avec tes équipes, il s'applique bien entendu au monde du management et de l'entreprise. Il s'est bien entendu dans le sport, comme l'a dit Bertrand tout à l'heure, mais il peut se mettre aussi dans l'éducation scolaire et aussi dans la famille. Et je sais, alors je sais pas si tu veux en parler, mais que tu utilises ça aussi auprès alors dans un cadre familial, bien sûr. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les gens qui nous regardent. D'avoir l'aspect familial, ouais. D'avoir sans rentrer bien entendu trop dans l'intimité, mais Pas de problème. Oui, bah, mon fils, qui a 12 ans et qui est en 5e, bientôt 13, bientôt 13, bientôt 13, bientôt 13. Il quand j'ai commencé à me former, sur Action Types, il avait 5 ans, 5-6 ans, il se trouve que il arrivait à un âge où voilà, la motricité commence à se stabiliser, et donc j'ai pu constater, enfin en tout cas, travailler sur l'identification de ces dynamiques motrices, de ces préférences qui se sont stabilisées depuis. Et ça, c'est très important parce que pour les parents qui nous écoutent, il faut savoir qu'on peut avoir une motricité, par exemple, rythmique, et ma femme une motricité, distale, et avoir un fils qui a une motricité, conceptuelle. C'est tout à fait OK. Enfin, il y a pas de règle spécifique. Ça n'a je pense pas grand-chose à voir avec, forcément la génétique, et et c'est important de ne pas projeter sur ses enfants nos propres dynamiques. Alors qu'on a une tendance naturelle à le faire, tous Exactement. les parents ont une tendance naturelle à le faire, c'est ce qui est humain. Ce qui est totalement humain. Et en même temps, relativiser cette tendance naturelle de projection C'est ça. pour aussi reconnaître l'enfant tel qu'il est. Exactement. Lui donner de l'espace et on va dire les conditions dont il a besoin pour s'épanouir. C'est ça. Mais c'est Exactement. on a tendance à faire, à l'instar des coachs dans le sport, c'est à enseigner, à partager ce qui fonctionne pour nous, en ayant Oui, l'attention au départ. ça fonctionne pour nous, ça va fonctionner pour tout le monde. C'est ça. Ce qui est pas forcément la réalité, ce qui est d'ailleurs pas du tout la réalité. Tout à fait. Et bah, en ce qui concerne mon fils, la vraie, écologie, c'est d'être à l'écoute et de fournir les ressources, de lui laisser prendre ses ressources, parce que je pense que les enfants ont cette facilité naturelle puisqu'ils ne sont pas formatés par la vie, et ils ont encore voilà, cette ouverture de pouvoir, naturellement dire: «Bah, voilà, moi j'ai besoin de telle ou telle ressource», et de savoir et de connaître finalement les dynamiques, on va dire préférentielles, de son enfant. Ça permet effectivement de ne pas tout de suite dire: «Ah mais non, tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela», Ou comme si, ou comme ci ou comme ça. Partir dans l'injonction rapide. Exactement. Alors je dis pas que, on est parfait bien évidemment, mais en tout cas ça nous a énormément, guidés dans l'éducation, de mon fils. Il se trouve que, mon fils, il lit énormément de livres, il adore lire, et que, sa motricité, qui est une motricité conceptuelle avec le chiffre 4,
dont finalement La meilleure, du coup. c'est ça, un peu la tienne, comme les 15 autres. C'est ça. Dont le motto est je possède la connaissance. Hein. Et alors là, mon fils, il est complètement là-dedans. Et C'est là aussi, hein. il s'éclate. Il s'éclate là-dedans et c'est très bien. Donc je suis vraiment content d'avoir, pour le coup, connu cette approche au moment où mon fils commençait à stabiliser sa motricité à l'âge de 6-7 ans, pour justement ne pas éviter de faire des erreurs sur l'éducation, des erreurs bêtes et stupides, mais qui sont naturelles et humaines, j'ai envie de dire. Oui, c'est très important effectivement, mais en même temps, c'est un bon signe parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la lecture, diminue, mais en fait, ça dépend. Bien sûr, Il y a des moments où c'est pas le cas exactement. et il y a des personnes qui en ont besoin, puis ça va continuer et la lecture, c'est quand même quelque chose qui peut se faire aussi par période, par moment, parce qu'il y a des moments où, quelle que soit la personne dans tous les profils, hein, il y a des gens qui auront besoin de passer par un moment donné d'introspection. Le fait d'aller lire, ça peut aider à l'introspection, ça permet aussi d'apprendre à lire entre les lignes et c'est pas plus mal non plus. Donc En diagonale, en diagonale, en horizontal, en vertical, c'est ça. on trouve de tout, hein. Mais c'est important effectivement pour moi, on l'a aussi utilisé avec nos 2 enfants, dès encore plus jeune parce que c'était le fait comme ça on développait l'approche, les gamins, on savait très bien à partir de 2-3 ans, c'était déjà clair la motricité parce qu'elle est déjà là à la naissance. Mais néanmoins, les critères d'observation, ils sont pas si faciles, quand les gens sont très petits. Mais l'avantage de les voir évoluer dans les salles de sport, sur les trampolines et cetera, ça amplifie le mouvement et on voyait des choses apparaître intéressantes. Et donc vers 3 ans comme ça, c'était déjà très lisible. Ouais, Mais c'est clair que toi, tu as commencé à travailler avec l'approche, il avait 5 il avait 5 ans, ouais, donc au départ, c'est déjà un assez grand choc de travailler avec l'approche et de s'occuper de soi-même, que d'aller encore observer le gamin, comment il couche. Mais c'est un joli challenge que d'observer les enfants et d'être moins interventionniste aussi, par rapport à ouais, ils prennent un peu de risque, ils montent sur quelque chose et cetera, mais les encourager aussi à oser faire des choses, c'est super important pour, la prise de confiance dans leur corps. Parce qu'ils ont les capacités d'équilibre, ils ont tout et si on est là pour les soutenir dans leur prise de risque, il y a pratiquement jamais de problème. c'est ça. Par contre, si on est là pour leur transmettre la peur de tomber, la peur de faire, d'avoir un problème, on sait très bien que ça passe et qu'ils vont être aussi déstabilisés par notre projection et nos craintes, parce qu'on les soutient pas, inconditionnellement. Mais ça se retrouve aussi sur le plan culturel, parce que j'ai en tête que, sans avoir pour autant vécu aux États-Unis, mais quand, un papa français, j'en suis un, apprend à son fiston ou à sa fillette, à faire du vélo, sans roulette, on a plutôt tendance à dire: fais attention, freine, heu, mets les pieds», et à l'inverse, les anglo-saxons, dès lors qu'il y a plus de roulette, ils poussent le gamin: «Ouais, vas-y pédale, fonce, fonce, fonce». Ça n'a quand même pas du tout les mêmes conséquences en termes de confiance, en termes de prise de risque, pour les enfants, donc en termes de développement, en fait. Mais et quand il y a pas les roulettes latérales, l'inertie veut que c'est mieux d'aller plus vite que lentement. Ça, c'est C'est ça. Ça tient mieux, donc voilà, il y a des paradoxes dans l'apprentissage du vélo, donc c'est absolument. Lance moins mal en tombant à haute vitesse, toute proportionnalité que blam, vous tombeau comme ça, et peut-être tu peux nous donner un mot sur le regard de ton épouse, du coup, sur l'enfant? Parce que je pense que vous avez pas mal échangé, Bien sûr. du coup, ce que toi tu as réussi à révéler, à commencer à valider avec lui et que ton enfant a validé aussi à sa manière, hein. C'était quoi le regard de ton épouse? Tu as dit qu'elle était plutôt dans le distal, dans besoin de pragmatisme. Comment elle a géré, en fait, cette information, elle, de son côté? Eh bien, gérer et Gérer, digérer. digérer, ouais, gérer et digérer, ouais, c'est ça. oui, mon épouse, en fait, on s'amuse avec ça, on s'amuse avec cette idée de motricité parce que ça forcément, on se dit: «Tiens, toi, tu es plus, telle personne a ou telle personne a». Donc on comprend bien quand il y a, par exemple, des anecdotes où on se dit: «Ah bah tiens, il fait ci, ah bah ça, c'est effectivement, il est bien dans son côté rationnel». Donc oui, mon épouse a tout à fait, intégré et accueilli, cette nouvelle approche de motricité. On le vraiment on l'utilise, beaucoup dans nos conversations, dans notre accompagnement.
Et par exemple, mon épouse a en motivation un côté projection fort, même si après elle revient plus dans la structure, on va dire. Non. Et mon épouse adore faire plein de balades dans tous les sens et souvent changer de chemin. Ne pas faire toujours le même chemin. C'est toujours il faut changer le chemin, explorer, voilà, toujours, voilà, imaginer les choses. Alors que mon fils dans son démarrage, il est plus sur le côté, il faut que ça soit performant, il faut que ça soit efficace puisqu'il y a des motivations un peu différentes. Et donc à chaque fois on en rigole. On en rigole parce que quand on est en vacances et qu'on doit faire ceci ou cela, on comprend qu'en réalité voilà, on est dans nos clés de démarrage et c'est quelque chose qui maintenant fait partie de nos conversations. On a même un canal WhatsApp avec mon binôme et donc associé Sébastien, qui lui-même a aussi avec son épouse, et on a même identifié ce canal WhatsApp, on l'a appelé R1D4. Pourquoi on l'a appelé R1D4? Parce que les 2 hommes sont R1 et les 2 femmes sont D4. M'expliquez pas pourquoi. Et on converse là-dessus. Qui est complémentaire. Très complémentaire, oui, voilà. Et pour le coup, on ne le savait pas. On ne le savait pas jusqu'au jour où, voilà. C'est peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ont de la peine à suivre la codification, ceux qui ne sont pas du langage Action Types. On a toujours en fait dans son profil tout et son contraire. Et le R1 et le D4 sont des façons d'utiliser les mêmes ressources Exactement. différemment, parce qu'en fait ils ont les mêmes fonctions, mais ils les utilisent dans un sens inverse. Et donc c'est clair que c'est des gens qui en général fonctionnent très bien ensemble parce ils ont cette capacité de se complémenter et d'être, on va dire, de pas se marcher sur les pieds. C'est ça. Voilà. Et quand l'un est fatigué, l'autre prend le relais, a souvent la solution et vice versa. Et pour les décisions des chemins de balade, par contre, c'est quoi là? Quand vous êtes les 3 à aller vous balader ensemble, c'est des votations? Vous faites comment avec le gamin? Tirage au sort ou bien c'est En général, oui, soit on fait du tirage au sort, soit on fait à tour de rôle. ouais, OK. Voilà. Avantages, inconvénients de la balade du matin, pour savoir ce qu'on va faire. Non, c'est bien de voir, surtout, on a eu un épisode, il y a quelque temps avec Jean-Charles qui nous a aussi parlé de l'aspect familial, l'aspect managérial, c'est toujours en fait, c'est toujours impressionnant de voir à quel point on rentre dans Action Types par une porte, que ça soit dans mon cas le sport, Jean-Michel je crois qu'aussi c'était le sport, le golf à la base, toi c'était plutôt l'entreprise, c'est ça? Tout à fait. Et qu'au final, c'est quelque chose qui va se répandre un petit peu dans quasiment tous les aspects de nos vies, de ce qu'on touche, donc c'est toujours extrêmement enrichissant. Est-ce qu'il y a d'autres, endroits dans ton quotidien dans lequel tu utilises ça, Tout le temps, tout le temps, vraiment tout le temps. En fait, dans la manière dont j'aborde, en fait, je perçois et je me dirige dans le monde aujourd'hui, j'utilise toujours un peu de signature motrice et de préférence motrice. Tout en essayant bien évidemment de rester neutre et de ne jamais être, comment dire? Dans un jugement ou dans une certitude. Parce que ce qui est incroyable, c'est comme tu le dis, c'est qu'en fait on utilise tout. On utilise tout, à un moment de la journée. C'est juste c'est dans un ordre spécifique, mais bien malin est celui, qui dira: «Bah, là, à tel moment, tu le fais dans tel ordre ou pas». Chacun a son ordre et on n'en est même pas conscient. Mais c'est vraiment un levier pour se mettre en situation de connexion et de disponibilité. Je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est qu'à partir du moment où on commence à se mettre dans cette position-là, c'est plus du tout le même regard et le même système interne. C'est-à-dire que ça, moi, comment dire? Dans ma vie, j'ai commencé par le sport, j'ai commencé à me poser des questions sur le sujet du sport avec la pratique des arts martiaux, du tai chi et cetera. J'ai découvert Action Type. Action Type m'a permis de répondre à énormément de mes questions. Et puis ensuite, après, Action Type m'a permis d'aller sur le sujet de l'état interne, de l'état de l'autorégulation. Puisque ce qu'on nous dit à Action Type, la première chose, c'est d'abord occupez-vous de vous. Et donc s'occuper de soi et ensuite s'occuper des autres, c'est aussi s'occuper de son état interne et donc d'aller plus loin dans l'état interne et d'aller chercher du coup des approches qui travaillent sur la régulation du système nerveux, de comprendre comment on passe d'un état d'activation à un état
de figement ou de combat, etc., et de revenir ensuite dans un état plus calme. Et tout ça, c'est finalement des briques qui, petit à petit, construisent bah, une architecture, un référentiel, avec toujours cette idée de bah, il y a un contexte, le contexte peut changer, donc je ne sais pas, on va voir, mais j'ai des clés de lecture. Des clés de lecture qui me permettent de rendre disponibles les personnes et surtout de se révéler soi-même. C'est très important. Ouais, puis de gagner en fluidité, en fait, d'avoir cette espèce de sérénité, cette espèce de clairvoyance qui permet finalement de prendre du recul quasiment en toute situation, ou plus de recul qu'on le ferait, je veux dire, traditionnellement, ou ce que font la plupart des gens, et ça permet de finalement de s'en sortir plutôt bien, quel que soit le contexte, en fait. C'est ça. Et ce que tu disais par rapport au fait de commencer par soi, mais ça existait bien avant Action Tab, c'est charité bien ordonnée, commence par soi-même. C'est quelque chose d'extrêmement évident, et tout le mérite d'Action Tab revient à remettre ça sur le haut de la pile, parce que dans le monde hyper sollicitant dans lequel on vit aujourd'hui, avec un niveau d'incertitude juste hallucinant, c'est extrêmement important de remettre les choses un peu à son niveau et de finalement engager son énergie sur ce qu'on peut maîtriser au final. Et qui dépend de nous. On en a parlé dans d'autres occasions, mais l'idée principale pour faire passer cette approche chez les gens, c'est qu'on a tous besoin d'avoir en fait un référentiel qui nous appartient. Un référentiel qui justement nous dit de manière, on va dire, assez autonome, ça te correspond, tu en as besoin maintenant, tu peux l'utiliser, tu es prêt à faire ceci, tu es prêt à faire ça, et ne pas toujours être comment dire, dépendant des repères externes que la société nous offre, parce qu'en fait, je sais pas, j'ai pas de pourcentage, mais 80%, 90% des repères que l'éducation, la société nous offre de manière générale sont plutôt externes. Et là, quelque part, on se perd dans ces repères externes parce qu'ils nous norment, ils nous conforment et ils ne nous autorisent pas forcément à développer notre singularité. Aussi par le principe que le one side fits all. Voilà. Et C'est une hérésie absolue. essayez de marcher avec des chaussures de 50 quand vous avez du 34 ou l'inverse, hein, merci. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Exactement. Bon, il y avait des époques où chez les Chinoises, c'était un peu le cas, hein. Oui, c'est vrai. Mais pas pour les mêmes objectifs. Pas pour les mêmes objectifs, c'était pas la même chose. Non, non. Ces critères esthétiques, un peu compliqués. Ouais. Mais voilà, donc je pense que l'idée que chacun comprenne qu'on a besoin de repères qui nous appartiennent, comme une sorte de jardin intérieur qu'on peut soigner et qui nous amène en fait, on va dire le plaisir d'être différent, et le fait aussi qu'il est tout à fait possible d'assumer nos différences, sans avoir à se renier ou à renier quoi que ce soit. OK, donc c'est cette identité qui je pense qui est fondamentale pour tout le monde. Le système dans lequel on vit ne devrait pas finalement avoir à nous faire croire ou faire des choses qui nous sortent de cette identité qui est en train de se développer. Mais ça, je pense que dans l'éducation, on en parlera une fois dans un podcast, j'imagine, dans l'éducation scolaire, dans le problème qu'on rencontre justement dans accompagner des jeunes à trouver leur voie. Je pense que d'avoir très tôt déjà des repères et de les valider concrètement dans les actions, dans les activités, dans le mouvement, dans le sport, dans les échanges avec les pairs, et de comprendre en fait cette variété des paramètres et des dimensions pour un gamin qui grandit et qui prend de la maturité, c'est vraiment, je pense, c'est fondamental. Parce que ça incite aussi ça pacifie les gens. Oui, c'est ça. Ça amène de l'accueil, ça pacifie, ça amène de la sérénité plutôt que de la compétition pour se battre pour le moins de bout de pain ou de bout de viande. Donc on est vraiment on va dire sur une compétence dont l'autre monde a besoin. Mieux se connaître individuellement, mieux se comprendre les uns les autres, et pour aller vers plus de coopération. Et là, on a dans un épisode précédent beaucoup parlé de l'entreprise. Et en fait, je pense que si aujourd'hui,
La mission du pouvoir du mouvement, c'est d'investiguer, en fait, d'investir le monde de l'entreprise. Je pense que le next step, c'est possiblement d'investiguer le monde ou d'investir le monde de l'éducation nationale, parce qu'effectivement, comme c'est le cas de ton fiston, plus on prend conscience de ses préférences tôt, plus on l'accepte, plus on l'intègre, plus c'est facile derrière, en fait, plus les choses se font de manière naturelle, en fait. Absolument. On ne peut qu'inviter en fait les enseignants actuellement, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, hein, à mettre de l'attention sur ces éléments qui ont été finalement mis en évidence il y a plus de 100 ans. Et puis on peut remonter aussi au tempérament que les Grecs avaient déjà mis en évidence, hein. On peut faire des recoupements entre tous ces systèmes parce qu'ils sont tous basés sur la dynamique des êtres humains. Mais on peut encourager les enseignants à s'intéresser à leur propre fonctionnement, tout comme les managers, tout comme les parents. Parce que le fait de se comprendre, de bien se connaître, de se comprendre, est un levier pour permettre à soi-même, permettre à son entourage aussi de travailler ou d'échanger, de coopérer dans les meilleures conditions possibles pour ne pas avoir en fait, ne pas créer des environnements, des contraintes qui sont justement des empêcheurs de tourner en rond. Il y a bien assez de contraintes dans ce monde sans avoir besoin d'en créer encore dans ce domaine-là. Laissons les gens s'épanouir à leur manière, dans le respect du prochain, bien sûr, hein, et dans une attitude qui est l'accueil, qui nous est très cher. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je pense qu'on arriverait à créer en fait un état de conscience générale beaucoup plus sain que ce qu'on trouve actuellement, qui est un petit peu trop basé sur la compétition, un peu trop orienté sur la comparaison, c'est l'éducation, Parce qu'on voilà, n'avance pas tous à la même. voilà. Alors mettons des benchmarks dans le monde intérieur d'abord, par rapport à soi-même, avant d'aller en mettre à l'extérieur, si vous voulez. On peut le dire ça comme ça. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est une bonne façon de conclure du coup cet épisode, parce que ça rassemblait pas mal de choses qu'on a réussi à conclure de cette manière-là. Bruce, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on sait que Jean-Michel vient de parler Le pouvoir du mouvement, qui est un livre, qui est aussi ton entreprise et une de tes entreprises du coup. Il y a un site aussi. Oui, il y a un site. Où toutes les informations ce qu'on est en train Voilà. de décrire. Effectivement, c'est d'abord un livre et qui donc amène qui encourage finalement toute personne qui le souhaite, qui est intéressée, à se mettre en mouvement. À se mettre en mouvement parce que le mouvement, À sa manière. à sa manière, tout à fait, à se mettre en mouvement à sa manière, puisque c'est à partir du mouvement, à partir finalement de cette dynamique de mouvement qui va être propre à chacun, que l'on va qu'on va permettre, encourager la synchronisation et l'autorégulation et la corégulation des collectifs. Et donc, quelque part, changer un peu mieux, enfin changer positivement le monde dans lequel nous sommes. Je pense que il y a énormément d'opportunités dans le monde dans lequel on vit. Un monde qui est extrêmement très compétitif, très stressant, très ambigu, volatile, complexe. Mais à côté, une opportunité d'envoyer un message aux jeunes, aux nouvelles générations et à tout le monde, dire occupez-vous de vous, comprenez comment vous fonctionnez, mettez en place votre référentiel pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Et je rappelle que la science montre que les stratégies de coopération génèrent beaucoup plus de valeur que les stratégies de compétition. Et quand on comprend ça, on comprend qu'il faut déjà commencer à mieux comprendre les autres, à être à l'écoute des autres pour coopérer et plutôt que de se battre. J'ajouterais, on sait qu'il y a cette fameuse idée de nettoie d'abord devant ton paillasson, devant ta porte, avant toute autre chose. Voilà, et c'est pas de nous, c'est beaucoup plus vieux. Mais en même temps, ce que les gens ne pensent pas, c'est que pour nettoyer son paillasson, son pas de porte, on est obligé de l'ouvrir la porte. Il faut sortir pour aller ouvrir et nettoyer.
Donc c'est peut-être, l'idée de maintenir l'ouverture parce que ça permet de réguler, en fait, les choses qui se passent aussi juste à ce niveau-là. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu as dit au début, toi, savoir que, tu aurais été ravi de rencontrer, Action Tabs, peut-être un peu plus tôt dans ta vie, ça donc là aussi, hein, donc je partage cette idée. Ah, Pour autant les vieux sont aux commandes maintenant, Ouais. de toute façon. Je peux reprendre les phrases, de Jean Paul Sartre que j'adore et que j'utilise, voilà, très régulièrement, dans les accompagnements que je propose. C'est que finalement, l'important, c'est pas ce que l'on a fait de nous, c'est ce que nous, on fait de ce que l'on a fait de nous. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on prend conscience, de l'existence d'Action Tab, de toutes les possibilités que ça offre, il faut pas hésiter à bifurquer, à prendre un nouveau chemin, à ouvrir le champ des possibles et heu Se challenger Tout à fait. aussi, se Se remettre challenger. en question. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Merci À tout le monde. ouais, et merci aussi à vous d'avoir écouté et d'avoir regardé, cet épisode. On a mis toutes les informations dont on a pu échanger, dans la description, donc n'hésitez pas à aller y voir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. On a une statistique, c'est que 70 des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Donc ça coûte rien, c'est juste un petit clic et ça fait plaisir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire ça et voilà, merci à tous, encore une fois. Je laisserai juste le mot de la fin à Jean-Michel, qu'on se le dise, Action Types. change la vie.